On est en mai 1928 à Los Angeles. Dans une salle de ciné, les spectateurs découvrent pour la première fois sur grand écran une petite souris blanche et noire qui pilote un avion. Le film qu'ils sont en train de regarder s'appelle Plane Crazy, et le personnage principal, cette petite souris, a été imaginé par deux copains, deux fans d'animation. En fait, les spectateurs de cette salle de cinéma ne s'en doutent pas encore, mais ils sont hyper privilégiés, puisqu'ils sont les premiers à voir sur grand écran celui qui va devenir probablement le personnage d'animation le plus célèbre du monde, un certain Mickey Mouse. Bon, mais cette histoire, elle va pas se concentrer sur Mickey, mais plutôt sur l'un de ses deux copains, l'un des deux papas de Mickey. Cette histoire, vous allez le voir, c'est celle d'un génie absolu qui a élevé le dessin animé au rang de 7e art, qui nous a tous fait rire, pleurer, chanter. L'histoire d'un homme qui n'a pas vraiment eu d'enfance, mais qui a émerveillé celle de milliards de gamins dans le monde, celle d'un patron intraitable, controversé, qui n'a jamais eu peur de rêver trop grand. Voici l'histoire presque enchantée de Walt Disney. « 5 décembre 1901, Chicago. Elias et Flora Disney ont déjà 3 enfants et les deux parents accueillent un heureux événement, la naissance du petit Walt. Walter Elias Disney. Elias, le père, est menuisier, Flora, la mère, est institutrice. Alors ils ont de quoi vivre, mais on peut pas dire que les Disney roulent sur l'or non plus. La petite famille vit à Chicago, et faut le dire, Chicago à l'époque c'est assez craignos. C'est comme ça que Elias, Flora et les enfants vont déménager dans une ferme à Marceline, une petite ville dans le Missouri. Les Disney sont alors propulsés en plein Midwest américain, au milieu de ces plaines qu'on a tous plus ou moins vues déjà dans des westerns. Le petit Walter grandit comme ça, entouré par les animaux de la basse-cour qu'il passe son temps à dessiner. Les oies, les chevaux, les lapins, tout y passe. Faut dire qu'en matière de dessin, le petit Walt a un sacré don. Son père, Elias Disney, c'est un type qui est très dur, violent même, et il refuse catégoriquement que son fils perde son temps comme ça avec des gribouillages. En fait, seul son grand frère, Roy, l'encourage vraiment à poursuivre en cachette. Puis, à force de bosser dans le froid, Elias, le père de Walt, finit par tomber malade, et en 1910, il se résout, une nouvelle fois, à changer de vie. La petite famille fait donc ses cartons, direction cette fois-ci Kansas City, à 2 heures de Marceline. Mais pour le petit Walt Disney, ce déménagement sonne comme un déchirement. Adieu les animaux de la ferme, bonjour les grands immeubles, la foule et le bruit. Son père devient vendeur de journaux, et parce que c'est un peu la galère, Walt et Roy sont obligés de l'aider. Chaque matin, ses fils se lèvent à 3h30 et s'occupent des livraisons à domicile. Alors forcément, en arrivant en classe, le jeune Walter est crevé. C'est pas non plus l'idéal pour avoir des bonnes notes à l'école. Mais à 14 ans, Walt ose demander à son père de l'inscrire à des cours de dessin. Et va savoir pourquoi, cette fois-ci, Elias accepte. Sauf que 2 ans plus tard, on est en 1917, Elias décide de retourner vivre à Chicago et de bouger Flora et les gosses. Walter sera scolarisé à la McKinley High School, où il dessinera des caricatures pour le journal de l'école. Le temps passe, Walter a 18 ans et il décide de quitter son père pour rejoindre sa ville de cœur, Kansas City. Il se fait embaucher comme dessinateur dans une boîte de pub, et c'est là qu'il rencontre celui qui va en fait l'accompagner toute sa vie, un certain Hub. Hub Iwerks. Hub et Walt travaillent tous les deux à la Kansas City Film Ad Service, une boîte qui produit des films de pub pour les cinémas du coin. Bon, et c'est là que les deux se prennent de passion pour l'animation. Ils bossent comme des dingues pour se former à cet art qui est encore très nouveau, et ça finit par payer. En 1920 sort le premier court-métrage de Iwerks et Disney, ça s'appelle Newman Losograms. Ce premier court-métrage marche tellement bien que la boîte de pub pour laquelle ils bossent leur en demande beaucoup d'autres. C'est comme ça que les jeunes Disney et Iwerks vont se mettre à aborder, avec humour, plein de problèmes qu'ils ont dans la ville, les nids de poules, les problèmes de transport. Pour eux, c'est un bon sujet de court-métrage. Donc ils en produisent d'autres, et Walter commence à se dire qu'en fait, il commence à avoir suffisamment d'oseille pour créer sa propre boîte d'animation. On est le 23 mai 1922, Disney n'a pas encore 21 ans, et ils fondent la Losograms Films Incorporated. Walter recrute une dizaine de personnes et tout le monde se met au boulot. Ça bosse 7 jours sur 7, parfois jusqu'à minuit, le tout dans une ambiance particulièrement bon enfant.
Les mois passent et le travail finit par payer puisque Disney signe un contrat à 11 000 $. 11 000 $ pour lui, à l'époque, c'est vraiment un gros truc. Le seul truc, c'est que le distributeur, pour raconte, ne versera en tout et pour tout que 100 $, mais c'est un premier gros contrat, donc Walter va pas cracher dessus. Il arrive même à convaincre son pote Hub de le rejoindre. Disney aimerait qu'il bosse sur son nouveau projet, plonger une petite fille, filmée en prise de vue réelle, donc avec une caméra, dans un dessin animé. En 2023, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais en fait, c'est les prémices de ce que va beaucoup faire Disney ensuite. Ce projet s'appelle Alice's Wonderland, mais patience, ça n'a encore rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles. Ça bosse, sauf que le distributeur qui lui avait promis 11 000 $ va faire faillite, et la Losograms Films Incorporated ne touchera en tout et pour tout que 100 balles. Ouais, ça fait chier. Forcément, les employés de Walt Disney ils commencent à en avoir ras-le-bol, les mecs ils bossent comme des malades, ils sont payés une misère, et cette déception poussera finalement tout le monde à démissionner. Même Hub. Walt Disney a 21 ans, il est tout seul, il n'a plus une thune, et il est prêt à tout abandonner. Juillet 1923, c'est l'été de ses 21 ans et Walt vient de tout perdre. Ses équipes, son fric, Disney est dans une mauvaise passe. Mais heureusement pour lui, Roy, son grand frère, est toujours là pour le soutenir. Il lui conseille de mettre son studio en faillite pour repartir sur de bonnes bases. Walt met donc la clé sous la porte et il se demande bien ce qu'il va pouvoir faire ensuite. Il n'a pas envie de renoncer à ses rêves. Alors, c'est décidé, il quitte Kansas City, direction Los Angeles. Là-bas, il connaît un oncle chez qui il va louer une chambre et il va frapper à toutes les portes des studios hollywoodiens. Ce sera pas les dessins animés, tant pis, il pourrait devenir réalisateur de films, tu vois. Mais pour l'instant, son CV se résume à Losograms et une ébauche de Alice's Wonderland. C'est pas suffisant, donc personne ne l'engage. Roy, son frère, aimerait le voir persévérer dans les dessins animés. En plus, il veut bien l'aider un peu financièrement. Il est pas hyper riche, mais il a été employé de banque, il a mis un peu tout de côté. Bon. Alors, en plus de la chambre, Walter louera chez son oncle un garage qu'il va transformer en studio d'animation. Et c'est à ce moment-là que le duo des frères Disney va se mettre en place. Walt va avoir des idées folles et géniales, et Roy cherchera des solutions pour les financer. On est le 16 octobre 1923 et les deux frères créent le studio Disney Brothers Cartoon, qui est considéré comme le premier studio de dessin animé à Hollywood. Bon, pour son tout premier contrat, le jeune studio va frapper fort. Walt va contacter une distributrice et productrice très connue à New York. Elle s'appelle Margaret Winkler, et les Disney vont lui pitcher Alice's Wonderland. Et Winkler y croit. Elle va leur proposer de produire une série. La productrice commande 7 épisodes à 1 800 $ chacun. Par contre, que les frères soient prévenus, Winkler gardera les droits dessus. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment la préoccupation des frères. 7 fois 1 800 $, ça fait presque 13 000 $. Puis bon, c'est 13 000 $ à l'époque. Walt et Roy sont aux anges, ils vont pouvoir quitter le garage de leur oncle pour emménager dans de vrais locaux. Les équipes grossissent, et c'est comme ça que Walt va rappeler son ami de longue date, Hubby Works, qui finira par quitter Kansas City pour rejoindre les deux frères sur la côte ouest. Et puis, parmi les employés de ce jeune studio d'animation, il y a une certaine Lillian Bounds, c'est l'assistante de Walt, et même si c'est un peu cliché, Walt et Lillian tombent amoureux. Les deux tourtereaux se marient le 13 juillet 1925, mais pour le moment, la vie pro de Walt prend beaucoup plus de place que sa vie perso. La charge de travail augmente, les équipes grossissent, et en janvier 1926, Walt décide carrément de rebaptiser les studios. Disney Brothers Cartoon devient Walt Disney Studios. Bon, petit ego trip, on va pas se mentir, sauf qu'en fait, ça a plutôt du sens. Le studio vit entièrement des idées créatives de Walt. Cette même année, sa distributrice, Margaret Winkler, épouse un certain Charles Mintz, et elle tombe enceinte. Bon, en quoi c'est censé interférer dans l'histoire ? On est dans les années 20. Donc elle va céder la direction de son entreprise à son mari, Charles. Et Charles Mintz, le nouveau distributeur des frères Disney, il voit un truc, c'est que Alice Comedies, ça perd de l'audience. Alors, le 30 septembre 1926, Mintz annonce à Walt Disney Studios que la série s'arrête. À la place, Charles leur commande une nouvelle série qui sera mieux payée et en plus distribuée par Universal, Oswald, le lapin chanceux. Et si vous faites bien gaffe, Oswald, il vous rappelle vaguement quelqu'un. Pour Walt Disney, c'est une super nouvelle. Lui, il se paye de mieux en mieux et il embauche encore plus d'animateurs. C'est aussi à cette époque d'ailleurs que Walt Disney va complètement arrêter de dessiner lui-même pour se consacrer uniquement à la réalisation. Disney va trouver les idées, encadrer les équipes. En gros, il va devenir une sorte de chef d'orchestre. Oswald, le lapin chanceux, marche très bien. Si bien que les exigences de Charles, le distributeur, ne font qu'augmenter. Et donc, si les exigences augmentent, mécaniquement, les coûts de production aussi, Walt Disney va demander une augmentation pour ses studios. En bon shark, Mintz, leur distributeur, va leur dire
Non seulement je vais pas te donner plus d'oseille, mais je vais même t'en filer moins. Et si t'es pas content, c'est la même chose, c'est moi qui ai les droits sur Oswald. En plus de ça, Charles Mintz va débaucher certains animateurs du Walt Disney Studio. Bref, pour la deuxième fois en 5 ans, Walt a vraiment l'impression de toucher le fond. Heureusement, son frère reste à ses côtés, certains animateurs aussi, dont son pote Hub. Après ce coup de poignard de la part de leur distributeur, Walt Disney n'a qu'une envie, se venger. C'est décidé, il va créer un personnage encore plus réussi qu'Oswald, et cette fois-ci, il va en garder les droits. Ça n'a pas marché avec le lapin, qu'à cela ne tienne, ce sera une souris, et devinez quoi, elle fera un triomphe. « 1928, Walt Disney a 27 ans et il bosse avec son ami Hub sur la création d'un nouveau personnage. Disney est passionné par les souris. Et en plus, ce qu'il aime bien dans les souris, c'est que ça ferait un sacré pied de nez à tous les chats qui sont les stars des dessins animés de l'époque. En quelques coups de crayon, les deux amis dessinent Mortimer. Mortimer la souris. Mais bon, Mortimer... Liliane, la femme de Walt, n'est pas hyper convaincue par le prénom de la souris. Elle propose Mickey, Mickey la souris, Mickey Mouse. Bon, certains disent que cette anecdote est complètement romancée, en tout cas, ce qui compte, c'est que le 15 mai 1928, le premier dessin animé Mickey Mouse sort au cinéma. Ce dessin animé, c'est plein crazy. Sauf que, souvenez-vous, depuis que les affaires marchent, Walt a mis un peu de côté le dessin. Maintenant, Walt, il est chef d'orchestre, il imagine les gags. C'est donc Hubby Works qui dessine. Donc si on est droit dans nos bottes, Mickey, c'est davantage la créature de Hubby Works que de Walt Disney. Quelques mois plus tard, nouvel essai, le studio sort un nouveau film, Steamboat Willie. En fait, ce film est hyper connu parce que il est considéré comme le premier dessin animé sonore de toute l'histoire du cinéma. En fait, pour tous les films avant Steamboat Willie que je vous ai montré, la musique et les bruitages ont été ajoutés après la diffusion de l'époque. Pendant les projections au ciné, c'était souvent un pianiste ou parfois même un orchestre qui jouait en direct. Maintenant que Disney sait qu'il peut faire du son, il va bien falloir donner une voix à son personnage. Alors, en 1929, Walt auditionne tout le personnel du studio, mais aucune voix ne va le convaincre. Il finira comme ça par incarner la petite souris lui-même jusqu'en 1946. Hurry up, Pluto! Come on, we gotta hurry! Are you comfortable, boy? Hang on, pal! Here we go! Shh! He'll hear you. Mais si vous avez bien suivi, on est en 1929, une année très sombre pour les États-Unis, qui plonge tout le pays dans une très grave crise économique. C'est le début de ce qu'on va appeler la Grande Dépression. Tout le monde perd son emploi, c'est la galère pour tous les Américains, sauf pour un, Walt Disney. En fait, les Américains ont tellement le moral dans les chaussettes qu'ils se ruent au cinéma, et ça, c'est bon pour le business. Mickey va devenir un héros, presque un symbole national, il devient aussi un personnage de BD, et évidemment, les produits dérivés explosent. Rapidement, les recettes se comptent en plusieurs millions de dollars. Mais Disney ne va pas en rester là. Toujours la même année, en 1929, Walt va lancer une série, les Silly Symphonies. Et dans cette série, le court-métrage Flowers and Trees va remporter un Oscar. C'est un truc de fou, et ce n'est que le début, puisque Silly Symphonies remportera au total 8 Oscars en 10 ans. Ah oui, et vous avez remarqué, on est passé en couleur. On n'arrête pas le progrès. Tout va bien pour Disney. Enfin, en apparence seulement. Car côté perso, ça va pas du tout. Disney travaille jour et nuit, il finit par tomber en dépression, bref, ça se dit pas à l'époque, mais il fait un burn-out. Cette période va durer à peu près 1 an, et ce qui va l'en sortir, c'est la naissance de sa première fille, Diane. Liliane et lui adopteront quelques années après sa naissance une deuxième fille, Sharon. La famille Disney s'agrandit, et celle de Mickey aussi. En fait, face à ce succès, et pour pas que le public se lasse de Mickey, les studios vont créer d'autres personnages. C'est comme ça que vont naître Pluto, Dingo, Donald, et à côté des Silly Symphonies, Walt Disney rêve encore plus grand. Le court-métrage c'est bien, mais le long-métrage c'est mieux. On est au printemps 1934, et un soir, Walt Disney demande à ses animateurs de revenir au bureau après le dîner. Et devant cette petite assemblée, le chef d'entreprise se met à mimer des personnages d'un conte. Et à la fin de cette petite représentation,
Walt Disney fond en larmes. L'histoire qu'il vient de raconter avec tant de passion, c'est celle de Blanche-Neige, un conte allemand des frères Grimm. Ça fait déjà plusieurs années qu'il rêve de l'adapter dans un long métrage animé, mais il attendait que ses équipes soient plus expérimentées. Mais cette fois, il le sent, ses équipes sont prêtes. Au début, le film est censé coûter 500 000 $. Il en coûtera finalement 1,5 million. À Hollywood, tout le monde parle de la folie Disney. Personne ne croit au succès d'un dessin animé aussi long et aussi coûteux. Mais Disney est plutôt sûr de lui. Pendant 3 ans, il embauche à tour de bras, il se met à boire, il fume clope sur clope. Walt Disney travaille d'arrache-pied pour que le 21 décembre 1937, à quelques jours de Noël, Blanche-Neige et les 7 nains puissent paraître au cinéma. C'est l'avant-première de ce film, elle a lieu à Hollywood, les plus grandes stars du milieu sont dans la salle. Walt, lui, est ultra stressé, si bien qu'il broie la main de sa femme pendant tout le film. Le chef d'entreprise le sait, il joue ici l'avenir de son studio. Et 1h23 plus tard, Walt se détend enfin. Le public a ri aux maladresses des nains, il a sursauté devant la méchanceté de la reine, il a pleuré au moment de la mort de Blanche-Neige. Le pari est réussi pour le studio Walt Disney. Le film rapporte plus de 8 millions de $ à travers le monde et permettra au cinéaste de recevoir un nouvel Oscar. Un grand et 7 petits. Mais surtout, à partir de ce moment-là, Disney a trouvé sa recette magique. Adapter des contes européens en dessin animé. Mais avant de se lancer dans un nouveau conte, Disney va vivre un véritable drame. Sa mère, Flora, meurt tragiquement en 1938, à seulement 60 ans, suite à une fuite de gaz qui est survenue dans la maison qu'il lui avait achetée. Walt est dévasté, il se sent responsable de la mort de sa mère. Certains y voient la raison de toutes ces mères disparues ou tuées dans ses œuvres, et d'autres pensent que c'est un peu de la psychologie de comptoir. Mais ça ne va pas empêcher Disney de poursuivre sa recette magique. Il va adapter un nouveau conte au cinéma. Cette fois-ci, il est italien, et ce conte, c'est Pinocchio. On est en 1940, Pinocchio sort au cinéma, le film a quand même coûté 2,6 millions de $ au studio, et il va recevoir l'Oscar de la meilleure chanson de film. Ce nouvel Oscar, c'est tellement une belle victoire pour le studio, que cette mélodie va être raccourcie pour devenir la signature sonore du studio d'animation. Malheureusement, les recettes en salle ne permettent pas d'éponger tous les coûts de production, et ça craint. D'autant plus que la même année, Walt Disney tente au cinéma un film avec pour la première fois Mickey en long métrage. Ce film, c'est Fantasia, une manière pour Walt de démocratiser au cinéma la musique de Schubert, Bach, Tchaïkovski, mais qu'on se le dise, je sais pas si vous l'avez vu, mais Fantasia, c'est un peu expérimental quand même. Tellement expérimental que ça marche pas. Artistic success, financial failure. You know? Certainly an artistic success. It was a magnificent Well, dream. some people would question that too. Bon, il en sourit face aux caméras de télévision, mais Walt Disney pue le seum. Il aurait même dit à ses équipes, le caviar c'est terminé, on revient aux choses plus simples. Et c'est ce qu'il va faire avec un nouveau long métrage, Dumbo, qui sort en 1941 et qui permet de faire 50 000 $ de bénéfices. C'est déjà ça. Mais bon, tout n'est pas rose pour autant, parce que ce film, en fait, il est réalisé dans des conditions bien pourries. En fait, en 1941, les studios Disney font face à une très grosse grève de la part de leurs employés. Faut dire qu'à force de dépenser des millions de $ pour ces films, Walt a vraiment mis les studios dans la merde. Ils vont devoir se séparer de certaines personnes, baisser les salaires, et ça passe pas du tout. Il y a des inégalités salariales très élevées dans la boîte, déjà entre eux et la direction, mais aussi entre les différents employés. En fait, Disney fait un peu sa rémunération au doigt mouillé. Et puis, malgré les soucis financiers de la boîte, Walt Disney fait construire des nouveaux bureaux pour 3 millions de $. Alors c'est sympa, hein, il y a des terrains de sport, des cafétérias, un restaurant, des douches, sauf que les employés, ils aimeraient d'abord pouvoir payer leur crédit, l'école de leurs enfants, tout ça. Walt Disney est perçu par ses employés comme un patron complètement hors sol. Cette somme de frustration, ajoutée au fait que les employés des studios se butent au taf de 7h à 22h, 6 jours sur 7, ça donne envie de se syndiquer et de se mettre en grève. Et 1000 grévistes plus tard, Walt Disney est furieux. En fait, il se sent trahi. Pour lui, ses studios, c'est toute sa vie. Sa réponse est complètement à côté de la plaque. Pour lui, c'est normal que les meilleurs gagnent plus. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à bosser plus ou se taire. Ce qui ne va rien arranger, c'est qu'il se fait conseiller par un drôle d'avocat, Gunther Lessing, et ce Gunther Lessing est très loin d'être un type recommandable. Le type est un admirateur sans faille d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini, raciste, il voit des communistes partout et il va avoir une influence très négative sur Disney. Walt Disney va finir par fournir une liste au FBI, une liste d'agitateurs communistes dans ses studios.
sale ambiance. Bon, ça n'a pas de conséquences en soi, c'est pas interdit d'être communiste à cette époque aux États-Unis, mais disons que si tu l'es, le FBI garde quand même un œil assez attentif sur toi. Bon, je vous passe les détails, mais la grève finira par se terminer le 30 juillet 1941, une fois que la direction a fini par céder à toutes les revendications. Évidemment, Walt va s'empresser de trouver une raison bien fallacieuse pour licencier les employés qui se sont le plus engagés dans la grève. Donc ça y est, la grève est finie, Walt a compris qu'il était à la tête désormais d'une très grosse machine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'ambiance ne sera plus jamais comme avant. Après la grève, c'est la guerre qui va s'abattre sur les studios Disney. On est en décembre 1941 et les États-Unis décident d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, le gouvernement américain réquisitionne les studios pour y stocker des armes, mais aussi pour pouvoir y tourner des films. Et parmi ces films, il y en a pas mal qui se moquent ouvertement du nazisme et d'Adolf Hitler. Dans mes recherches, je suis tombé sur Le visage du Führer, sorti en 1943, qui raconte l'enfer d'un Donald nazi qui s'épuise à répondre aux exigences de la dictature. Get to work! Perso, j'avais jamais vu ce dessin animé et je savais pas que Disney s'était à ce point-là engagé dans la Seconde Guerre mondiale. En fait, j'avais même carrément l'image inverse, l'image d'un Walt Disney un peu problématique, et c'est pas si simple que ça. Bon, ce qu'on sait par exemple, c'est que Blanche-Neige et les 7 nains, c'était le dessin animé préféré de Adolf Hitler. Ça, à la limite, Walt Disney n'y pouvait rien. En revanche, Roy Disney, le frère de Walt, a rencontré le ministre de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, pour assurer la distribution du film en Allemagne nazie. On a aussi des preuves qu'en 1938, Walt Disney en personne a fait visiter ses studios à une cinéaste nazie. Et d'un autre côté, vous l'avez vu, les studios Disney vont largement contribuer à la propagande américaine pour combattre le nazisme. La position Disney est donc assez ambiguë sur la question. Mais on va revenir un peu sur les studios. En fait, pendant la guerre, 94% des productions Disney découlent de ces commandes du gouvernement américain. 94%, c'est énorme. Enfin, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Bon, et en 1942, Disney sort un film sans bombe et sans salut nazi. Ce film, c'est Bambi. Bonjour, Prince Bambi. Bonjour, jeune prince. Bonjour. Qu'est-ce que vous mangez? Du trèfle. Et le trèfle, c'est drôlement bon, c'est délicieux, j'adore ça. Ça fait 5 ans en fait que les équipes de Disney bossent dessus. Walt a carrément fait installer un zoo dans les studios pour que les animateurs puissent correctement dessiner les petits personnages. Après ce film magnifique, en 1946, sort un autre film du réalisateur, Mélodie du Sud, une adaptation d'un conte américain qui met en scène des anciens esclaves qui chantent toute la journée dans des champs de coton. Bon, et sans en faire une réécriture moderne, dès la sortie, ce film choque. Une partie du public est choquée par l'amas de clichés racistes qu'il véhicule. Un journaliste du New York Times écrit même dans sa critique à l'époque « La relation maître-esclave est si affectueusement présentée que l'on jugerait simplement qu'Abraham Lincoln s'est trompé en interdisant l'esclavage. » Pendant ce temps-là, Disney, lui, continue de dénoncer les rouges d'Hollywood. On est en plein dans ce qu'on appelle la chasse aux sorcières aux États-Unis, c'est-à-dire la répression très sévère des militants communistes sur le sol américain. On est en pleine guerre froide contre l'Union soviétique. I don't believe it's a political party. I believe it's an un-American thing. And the thing that I resent the most is that they are able to get into these unions and take them over and represent to the world that a group of people that are in my plant that I know are good 100% Americans are trapped by this group, and they're represented to the world as supporting all of those ideologies, and it's not so. And I feel that they really ought to be smoked out and shown up for what they are, so that all the good free causes in this country, all the liberalisms that really are American, can go out without this taint of communism. Bon, malgré ça, Walt Disney va continuer de faire rêver beaucoup d'enfants au début des années 50, avec des films comme Cendrillon, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles ou La Belle et le Clochard. C'est d'ailleurs dans ces années-là, plus précisément en 1955, que va jaillir l'idée d'un projet monumental qui va permettre à Walt Disney de révéler un peu plus son côté capitaliste. Quand il n'est pas au travail, Walt Disney passe du temps avec sa famille et emmène ses filles dans des parcs d'attractions pas terribles, il faut le dire. Tellement pas terribles qu'un jour il se dit « je vais créer le mien ». As I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, eating peanuts,
I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Ce parc s'appellera le village de Mickey. Non, mieux, ce parc s'appellera Disneyland. C'est comme ça que va naître Disneyland. Enfin, Disneyland. L'idée de Disneyland. Parce que, Walt Disney le sait, un parc comme ça coûte des millions et des millions et des millions à faire. Et le problème, c'est que les banques n'y croient pas. Alors, Disney va se rapprocher du secteur blindé dans les années 50, la télé. Il va signer un contrat avec la chaîne ABC qui s'engage à financer une grande partie du parc si et seulement si Disney accepte de leur produire une émission hebdomadaire. Top là, c'est fait, Walt peut enfin commencer à bosser sur son projet. Il choisit un lieu, Anaheim, à quelques kilomètres de Los Angeles. Les travaux commencent, ils dureront 3 ans et coûteront 17 millions de dollars. Et c'est 3 fois plus que ce qui était prévu. 17 juillet 1955, Anaheim. Un bouchon de 11 km de long se forme en provenance de Los Angeles. Ce jour-là, Disneyland ouvre enfin ses portes. De nombreuses chaînes de télévision sont là, c'est un véritable événement. Le succès du parc à thème dépasse les rêves les plus fous de Walt Disney. Le premier jour, 30 000 personnes. 1 an plus tard, 4 millions de visiteurs. Ce succès permet à l'entreprise de faire un bond monumental. En 1950, l'entreprise Disney fait 6 millions de dollars de chiffre d'affaires. En 1959, elle en fait 70 millions. Walt Disney est fou, il veut voir encore plus grand, un parc cette fois-ci avec une chaîne d'hôtels intégrée. Ça sera en Floride et ça s'appellera Disney World. Dès 1965, Walt Disney acquiert un terrain près d'Orlando et fait commencer les travaux. This concept here will have to be something that is unique and so that there is a distinction between Disneyland in California and whatever Disney does. Notice I didn't say Disneyland in Florida. Whatever Disney does in Florida. And we have many ideas. I have a wonderful staff now that have had 10 years experience of designing, planning, and operating. Et même si dans les années 50, Walt Disney est très occupé à s'occuper de ses parcs d'attractions, il n'arrête pas pour autant les films d'animation. Il y en a plein dont j'ai pas eu le temps de vous parler. La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur, il y a aussi Mary Poppins qui va quand même remporter 5 Oscars en 1965. Et puis Walt Disney donne son accord pour le lancement des Aristochats, dont il ne verra finalement jamais l'aboutissement. En fait, ça fait quelque temps que Walt ressent des douleurs un peu partout dans le corps. Walter a 64 ans et il apprend à la suite d'un examen médical qu'il est atteint d'un cancer du poumon. Disney est immédiatement hospitalisé, mais trop tard. Le 15 décembre 1966, la nouvelle tombe, Walt Disney est mort. L'annonce laisse le monde entier sous le choc. Plutôt qu'un enterrement de star, sa famille fera le choix d'une cérémonie très sobre, sans aucun journaliste, avec quelques proches seulement. Le géant laisse derrière lui 22 Oscars, un Disneyland à succès et un Disney World en construction. Aujourd'hui, fin 2023, l'Empire Disney, c'est 157 longs métrages. Il y a ceux dont je vous ai parlé, et puis il y a les plus récents aussi, ceux après la mort de Walt, La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin et tant d'autres. L'Empire Disney, c'est aussi le rachat du studio Pixar en 2006, avec tant de films, Wall-E, Ratatouille, Là-haut, Vice Versa, Toy Story. L'entreprise a également racheté Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012. Disney, c'est aussi 6 parcs d'attractions à travers le monde, près de 190 000 employés et un chiffre d'affaires moyen qui dépasse chaque année les 80 milliards de dollars. Tout ça pour l'entreprise certainement la plus connue des enfants du monde entier. L'histoire de Walt Disney, c'est l'histoire d'une success story à l'américaine, d'un homme parti de rien qui a fondé un véritable empire. C'est l'histoire d'un petit génie de l'animation, devenu une marque qui a remplacé pour des milliards d'enfants les frères Grimm ou Lewis Carroll. L'histoire de Walt Disney, c'est celle d'un homme paradoxal, autoritaire, controversé, qui a cherché toute sa vie à se protéger du monde des adultes en inventant un monde enfantin comme pour revivre toute sa vie son enfance.